Bonjour à tous, on se retrouve pour notre Texama Show, c'est le Texama Show 112 peut-être, il me semble, je ne suis plus sûr. Pas beaucoup de news cette semaine-ci parce que c'était genre très calme, il y a eu juste la Gamescom, donc il y a eu beaucoup de news sur les jeux vidéo, mais genre des news hardware et tout ça, il n'y en a pas trop. Il y avait toutefois quelques annonces genre pendant la Gamescom, et aussi une nouvelle news sur les processeurs Intel qui va encore plus vous confondre, vous allez voir, et aussi on avait quelques informations sur la nouvelle gamme Noctua avec finalement des radiateurs noirs, vous allez le voir. Enfin bref, une semaine plutôt calme, mais bon, à mon avis, ça va pas trop tarder à changer parce que septembre et octobre sont des mois plutôt chargés niveau news. Mais avant ça, ce début de vidéo vous est présenté par NordVPN. Comme c'est bientôt la rentrée, NordVPN fait une opération spéciale. Et d'ailleurs, c'est un petit peu en rapport avec la rentrée. Si vous rentrez peut-être à l'école, que vous soyez étudiant ou même professeur, vous devez certainement utiliser peut-être le réseau mobile ou le réseau Wi-Fi de votre école. Mais sachez que vous n'êtes pas en sécurité. Quelqu'un pourrait traficoter le réseau Wi-Fi et récupérer vos informations. C'est donc ici que NordVPN rentre. NordVPN vous permet de chiffrer toutes vos données et de faire en sorte que personne ne puisse voir ce que vous faites sur Internet. Et ensuite, vos données peuvent passer dans l'un des plus de 5000 serveurs de NordVPN dans plus de 60 pays différents. Et pour le reste d'Internet, vous aurez l'impression de venir de ce pays que vous avez choisi dans les 60. Et en plus, NordVPN est disponible sur téléphone mobile, sur ordinateur portable, sur ordinateur fixe, sur même votre TV si vous le voulez. Et pour finir, NordVPN a été élu meilleur VPN de l'année 2019. Du coup, pour profiter de la réduction de 75% qui vous permet d'avoir NordVPN pour 2,62 € par mois seulement, plus un mois gratuit, n'hésitez pas à utiliser le code que vous avez à l'écran et à suivre le lien dans la description. Aussi d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont envoyé un mail pour justement faire des graphiques. J'ai pas encore eu le temps de tous les regarder, mais j'ai bien vu que déjà vous êtes beaucoup plus nombreux que je ne le pensais qui ont envoyé un mail là-dessus, donc pour comment faire des graphiques Excel. Donc merci à tous qui ont envoyé. Si je peux pas répondre à tout le monde, sachez que j'ai vu à peu près les mails de... Je vais regarder déjà à peu près les mails de tout le monde, donc ouais. En tout cas, un grand merci, ça va certainement aider pour les prochaines vidéos, enfin j'espère en tout cas, qu'on aura des meilleurs graphiques présentant les données. Ok, alors comme il y avait la Gamescom, je voulais vous montrer un petit peu les marques qui ont un petit peu justement présenté des trucs genre là, des Gamescom. Il y en a certainement plus, mais c'est genre... Il y en avait tellement. Il y a Logitech aussi qui a présenté un nouveau clavier sans fil, par exemple, c'est le G915 qui a l'air vraiment intéressant. J'aimerais bien mettre la main dessus parce que j'en ai marre d'avoir un câble à mon clavier, c'est embêtant. Surtout que je bouge souvent mon clavier hors du chemin pour travailler sur un PC ou autre chose, donc ça m'arrangerait bien. Enfin bref. Ok, alors le premier truc c'était justement Asus qui avait présenté que le nouveau truc, plutôt intéressant. Donc je voulais en parler. Alors, il y a des cartes mères, des nouvelles cartes mères en X299, ce qui m'étonne assez bien. Parce que, genre, bon, j'en parlerai après, mais ça m'étonne assez bien. Il y avait aussi des écrans, notamment le XG43 UQ. C'est un écran 4K 40 pouces, genre 120 Hz. Ouais, moi qui aime bien les grands écrans, j'aimerais bien, mais c'est trop grand. J'ai déjà du mal à... Le problème avec mon écran 32 pouces, c'est par exemple le micro que vous voyez ici, il a du mal à passer au-dessus de l'écran. Il me faudrait limite un bout de métal par en dessous du micro pour qu'il soit surélevé encore un peu plus, mais bon... Faut que je ne trouve une solution là-dessus, parce que j'aime bien utiliser les grands écrans, mais genre mon micro a du mal à passer par au-dessus. Dans tous les cas, oui, ça c'est juste un énorme écran, certainement trop gros. 32 pouces, c'est déjà pas mal. Mais il a l'air quand même très intéressant. Il y a aussi, ils ont présenté certaines nouvelles technologies qui étaient plutôt intéressantes. Il y a une des technologies qui va être sur un de leurs écrans. Alors, c'est pas un des écrans ici qu'on voit là. Ils ont un nouveau écran TUF qui va sortir, j'ai vu sur les News Tech Tips, où ils avaient une technologie qui permettait d'avoir le rafraîchissement de l'écran variable en même temps que des technologies traditionnelles d'anti-motion blur. Donc si vous ne savez pas, quand une image est affichée sur votre écran, par défaut, va fonctionner à 60 Hz, 100 Hz. Ça veut dire que si la carte graphique ne lui envoie pas suffisamment d'images, ce qui arrive, c'est que bien souvent, vous allez avoir une image... il va juste réutiliser une image que votre carte graphique avait envoyée avant, et genre, voilà, vous allez le sentir. Et des fois aussi, ça peut créer du motion blur. Donc là, c'est quand vous avez du mouvement. Et il y a des technologies pour empêcher le motion blur, notamment essayer d'augmenter le temps de réponse des pixels, mais bien souvent, des fois, ce que ça cause, c'est sur certains écrans, vous le verrez, c'est que vous avez un fantôme derrière l'image, enfin, c'est pas très beau. Une autre technologie qui est souvent aussi utilisée, c'est en rapport avec vos yeux, c'est en gros, c'est afficher une image noire la moitié du temps, en fait. Comme ça, en fait, votre œil... Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau filtre un petit peu tout ça, mais votre œil va voir cette image noire et ça va un peu, en quelque sorte,
reset votre vision, et puis hop, il réaffiche une nouvelle image, et du coup votre cerveau processe cette nouvelle image, et du coup ça vous permet de mieux percevoir les mouvements, et de ne pas avoir autant de motion blur. Du coup, sur un de leurs nouveaux écrans, qui n'est pas un de ces trois-là, ils ont justement cette technologie-là qui marche avec le rafraîchissement variable, ce qui était pas forcément très facile à faire pour information, donc ouais. Il y avait aussi une autre technologie avec ces écrans ROG, par contre, je sais plus ce que c'était qu'ils avaient fait aussi. Mais ils ont des technologies assez intéressantes, quoi qu'il arrive. Il y avait aussi cette souris qui a l'air pas mal, souris sans fil, et le truc qui m'a le plus intéressé au final, moi, c'était le Rockstrix XG17. C'est un écran de 17 pouces avec une batterie dedans. Et genre, ça vous donne 4 heures, il me semble, de gameplay dessus. Donc l'écran s'alimente tout seul. Et genre, c'est un écran portable. Genre, si vous êtes en mode, ok, je suis du genre à me déplacer, ben, ça vous a fait un écran de 17 pouces qui est respectable, mais ça vous permet de très facilement, hop, vous retirez le pied, il s'enlève facilement et vous pouvez le plier, hop, vous le mettez dans un sac et vous êtes parti, quoi. 17 pouces, ça passe dans un sac. Donc ouais, c'est pas mal. Et en plus, un écran 240 Hz, donc excellent, quoi, pour le jeu vidéo. Ils ont aussi un casque qui est sans fil, ça peut être intéressant, ça. Je cherche un bon casque sans fil, mais les casques gaming sans fil, il y en a des un peu bizarres. Enfin bref. Dans tous les cas, ça c'est très intéressant. Je pense pour les gamers nomades, c'est... Il y a des écrans qui existent, hein, genre des écrans portables, mais c'est des écrans 60 Hz, et puis genre, ils sont loin d'être très bons. Vous pouvez aussi porter un écran normal de 24 pouces, mais c'est gros, il faut prendre le câble d'alimentation. Là, vous pouvez brancher une alimentation quand même dessus, hein, si vous voulez qu'il tienne plus que 4 heures. Mais ouais, j'aime beaucoup l'idée en tout cas, et ça pourrait être très intéressant rien que pour gamer nomade en fait, ou quelqu'un qui peut-être doit souvent changer d'endroit, mais qui a un endroit où il peut vraiment poser son matériel, quoi. Donc ouais, quelques trucs intéressants. Il y avait aussi Samsung qui avait présenté quelques nouveaux écrans. En réalité, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'écrans annoncés lors de cette Gamescom, dont un que je suis en mode, ce serait... Alors, c'est lequel? Est-ce que... Voilà, c'est celui-là. Oh yeah. Ça, c'est ultra, ultra, ultra wide. Il avait déjà présenté en réalité avant, mais c'est juste genre... Personnellement, j'aime bien les écrans 4K et tout ça, mais... Moi, c'est le truc... Ça, c'est ce qui m'intéresse. Genre des écrans ultra larges. C'est vraiment intéressant. Bon, là, il est peut-être un peu exagéré quand même. C'est basiquement... Ouais, il me semble que c'est basiquement deux écrans 27 pouces l'un à côté de l'autre. C'est vraiment ça en plus. Vous prenez deux écrans 27 pouces, vous les mettez l'un à côté de l'autre, vous enlevez la bordure en plein milieu, vous avez cet écran-là. Et du coup, c'est un écran de 5000 et des pixels sur 1440. Donc oui, c'est réellement deux écrans 27 pouces de 1440 pixels. Donc, ça veut dire que c'est pas plus dur à faire tourner que du 4K. Mais vous avez quelque chose de plus immersif, selon moi. Surtout si vous jouez à des jeux de simulation, de voitures et tout ça. Alors là, vous êtes refait. Ou des jeux de stratégie à la limite, bien que là c'est quand même un peu trop large. Si vous êtes sur un jeu de stratégie avec un truc pareil, moi je le voyais déjà avec un écran 21/9, c'est que des fois genre la minimap du jeu de stratégie est dans le bord de l'écran et du coup vous êtes en mode pour voir chaque coin de l'écran. Et genre ouais, ça fait vite mal au cou. Il faut des jeux qui supportent pleinement, genre où ils remettent les éléments d'interface genre vers le milieu de l'écran. Et genre, le bord de l'écran, c'est juste pour vous donner plus de champ de vision, en gros. Bref, dans tous les cas, ouais, très, très, très intéressant selon moi. Samsung fait des bons écrans gaming ces derniers temps, j'ai l'impression. Malgré le fait que... enfin, le truc, c'est que Samsung est l'un des fabricants d'écrans au monde. Genre, il y a LG, vous avez Samsung, vous avez Sharp, vous avez... je sais plus quoi. Genre, il n'y a pas non plus énormément de vrais fabricants de panels d'écran, en fait. Il y a beaucoup de fabricants d'écrans, mais les panels dedans viennent souvent de chez LG, Samsung et tout ça. Et du coup, ça m'a toujours étonné de voir que Samsung n'était pas plus implémenté dans le marché. Donc, ouais. Très intéressant en tout cas. Après, LG aussi se débrouille pas mal avec les écrans gaming ces derniers temps. Puis vous avez aussi Asus qui fait des trucs assez intéressants. Il y a aussi MSI qui fait des écrans très intéressants ces derniers temps. Il faut quand même le noter. Mais bon. Je pense que c'est vraiment... on a atteint un moment où c'est le bon moment pour changer d'écran, surtout qu'un écran c'est très important. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer l'importance d'un écran. Ok, alors quittons les news au niveau de justement la Gamescom. Il y avait d'autres trucs, par exemple, il y avait aussi Elgato qui avait annoncé une nouvelle carte de capture 4K, une version 2 de sa
de son ancienne carte qui coûte moins cher réellement, elle a l'air pas mal. Il y avait d'autres trucs comme ça, mais je vais être très honnête, j'ai regardé quelques trucs, mais j'étais en mode, bon, c'est surtout des petites updates. Le Gamescom, c'est pas vraiment un salon de présentation d'hardware. Bref. Là, on a une autre news plus intéressante, je suppose. C'est le fait qu'Intel a annoncé de nouveaux processeurs mobiles. Et il y en a qui vont être en mode, mais attends, ils avaient pas déjà annoncé des nouveaux processeurs mobiles? Si, mais là, c'est d'autres processeurs mobiles. Donc, ça, c'est ceux qu'ils avaient annoncé justement la dernière fois. Donc, vous vous souvenez hein, du très, on va dire, reconnaissable Core i7 1068 G7. Je veux dire, tout le monde sait à quoi ça correspond. Hein. Sortez votre petit graphique, voilà. Alors, on sait que c'est 10 parce que c'est la génération... Ok, j'ai fait le calcul dans ma tête. Bref. J'arrête de blaguer là-dessus. Ils ont annoncé d'autres processeurs qui sont avec des noms comme avant. Donc, vous avez, par exemple, le Core i7 10710U. Donc là, on suit la logique d'avant. Vous voyez, genre, actuellement, on est sur la série 9. Donc, on a le 9700, le 9800 et tout ça. Il n'y a pas de 9800. Bref, on est sur la série 9. Et puis, c'est logique de passer à la prochaine génération. C'est la série 10000. Ok, logique. Donc 10 700, 10 900 ou autre chose. Et du coup, ben en fait, ils n'ont pas fait ça avec la nouvelle génération. Ils ont fait ça avec un refresh. Donc ça, c'est un refresh en fait. C'est Skylake. C'est la même architecture. Juste maintenant, il appelle Comet Lake. Voilà. Et en gros, maintenant, vous allez avoir littéralement en même temps, dans des ultrabooks qui seront vendus à peu près au même niveau de prix, 2 gammes de processeurs Intel. Sans aucune logique. Et en plus, ils ont des noms radicalement différents. Donc vous avez des processeurs qui seront en 1000 quelque chose, et vous aurez des processeurs en 10 000 quelque chose. Ça porte déjà à confusion ici. Mais attendez, ça va encore plus loin. Du coup, là, on a toujours l'ancienne nomination de ces processeurs, U, pour ultra portable ou U, je sais pas quoi. Et par contre, là, on aura des G7 et G8 et tout ça. Et en gros, la vraie différence entre ces deux gammes, c'est que tous les Core i7 et tout ça en 1000 quelque chose avec des G7, G6, machin chouette chose, ils utilisent la nouvelle puce graphique qui est plus puissante, et ici, ceux-là, eux, ont plus de cœurs, parce que oui, vous voyez, le Core i7 ici a 6 cœurs, alors que l'autre Core i7 ici avait 4 cœurs maximum. Donc en gros, l'autre gamme, c'est concentré GPU, cette gamme-là est concentrée CPU, apparemment. Donc, ouais, je suppose, c'est un peu perturbant. Encore plus perturbant, c'est que, visiblement, cette architecture-là, qui est l'ancienne, qui n'est pas la nouvelle, hein, donc ça, c'est toujours gravé en 14 nanomètres, par exemple. Donc, à mon avis, c'est du 14 nanomètres plus, vu le nombre de fois qu'ils ont sorti des trucs en 14 nanomètres. Et ça, c'est gravé en 10 nanomètres, hein, pour information. Donc, ça, c'est le vrai nouveau processeur. Mais le plus étonnant, c'est que, par exemple, vous pouvez voir ici, c'est que... Alors, c'est certainement dû à la puce graphique qui consomme plus, mais ces processeurs-là consomment autant que l'ancienne architecture. Et même l'ancienne architecture, genre, consomme moins pour un 6 cœurs. Alors, la fréquence de base est plus petite, mais, genre, vous êtes en mode, mais... What? Donc, ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est que la gamme de processeurs d'Intel va confondre énormément de gens. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont se faire avoir, à mon avis, qui vont pas faire attention ou qui vont juste pas comprendre ce qu'ils achètent. Donc, honte à toi, Intel, là-dessus, parce que je trouve ça honteux de faire des noms à rallonge qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête pour le consommateur. Je veux dire, déjà, pourquoi... Regardez là. Core i7, 10710. Pourquoi 10? Pourquoi pas 10700? Simple, efficace. 10700U, voilà, c'est pour les ultra portables, simple, efficace. Non, il faut qu'on rajoute quelque chose de compliqué. Et c'est juste sur... Intel, quoi. Ouais, pourquoi c'est pas un Core i9 plutôt, ça? Parce qu'il est 6 cœurs, donc... Si on suit la logique de Core i9, c'est ultra haut de gamme, Core i7, c'est haut de gamme, Core i5, c'est moyen de gamme, et Core i3, c'est entrée de gamme, pourquoi vous l'avez pas appelé Core i9? C'est juste, genre... Juste Intel, je vous jure, c'est pas possible, ce genre de nom. Donc déjà ça c'est un problème, et puis en plus, ce qu'on peut en retirer de ça, c'est que visiblement, le processus de gravure de 14 nanomètres de Intel, parce que Intel produit tous ses processeurs eux-mêmes, hein, pour information, AMD, la production, ils ont arrêté de les produire eux-mêmes, c'est quelqu'un d'autre qui les produit pour eux, c'est eux qui les designent, c'est eux qui font tout, mais quelqu'un les fabrique pour eux.
c'est TSMC justement, si je me souviens bien. Et du coup, Intel fabrique tout eux-mêmes. Et visiblement, là, le truc qu'on voit, qu'on peut en tirer de ça, c'est que leur processus de 14 nanomètres est tellement raffiné maintenant, ils l'ont utilisé pendant tellement d'années, qu'il est presque aussi bon que leur process de 10 nanomètres qu'ils ont du mal à sortir. Donc, c'est assez gênant quand même, quand on y pense, c'est assez gênant. Bon, enfin bref, dans tous les cas, sortez, voilà, oui, évidemment, ils ont ressorti aussi un autre truc. Donc, sortez votre infographique de Core i7 et tout ça pour voir quel genre de processeur vous avez. Ça semble logique, je veux dire. Moi-même, quand je vais acheter un ordinateur portable, j'ai des petites fiches pour savoir ce que j'achète. Sinon, je ne sais pas. Hein. Je veux dire, ils pourraient juste le marquer, mais non, c'est trop compliqué. Mettons des noix à rallonge, c'est beaucoup mieux. Ensuite, c'est encore une autre news au niveau d'Intel. La prochaine génération de Core i7 et tout ça sur PC fixe cette fois-ci. On a quelques leaks. C'est des leaks, c'est pas garanti à 100%, mais voilà. Alors déjà, première chose, on va passer à des 10 cœurs 20 threads. Donc on voit que la pression d'AMD là-dessus fait son effet. Après, AMD va avoir une sacrée avance ici parce qu'ils ont des 16 cœurs. Ils vont avoir des 16 cœurs en septembre. D'ailleurs, ça sort en début 2020, donc un petit peu en retard, clairement. En plus de ça, gros coup dur, vraiment gros coup dur. Ça va être comme le fait d'habitude Intel. Vous allez devoir avoir une nouvelle carte mère, oui. Et il y aura un nouveau socket, donc aucune chance de mettre ce processeur dans une ancienne carte mère. C'est fait exprès ici. Et ça, c'est juste genre... C'est honteux, Intel. C'est vraiment honteux. Vous allez comprendre pourquoi c'est encore plus honteux. Parce que, premièrement, c'est toujours en 14 nanomètres. Donc oui, non, c'est pas la nouvelle architecture. C'est toujours... C'est Skylake. C'est toujours Skylake. C'est les Comet Lake. C'est les mêmes que les processeurs mobiles qu'on vient de voir. Et le pire là-dedans, c'est que ça supporte toujours que du PCI Express 3.0. Et là, vous êtes en mode... What? Déjà. Donc, je résume pour vous, hein, si vous ne comprenez pas. C'est toujours l'ancienne architecture. C'est toujours la même gravure. On n'a pas d'amélioration au niveau du support PCI Express. Et pourtant, malgré tout ça, on va devoir changer de carte mère. Là, je suis juste en mode Intel, juste... S'ils avaient sorti sur les mêmes cartes mères, ce qui était possible, parce que les cartes mères en Z390, genre ont des gros VRM, elles peuvent supporter un processeur 10 cœurs, elles le peuvent vraiment. Donc s'ils avaient fait ça, les gens auraient été en mode, ok, bon, je peux garder ma carte mère, donc je peux juste changer de processeur, nickel. Ils auraient motivé, vous voyez, les gens qui sont déjà chez Intel à rester chez Intel. Mais maintenant, vous êtes chez Intel, vous êtes en mode, ouais, ben en 2020... si je change de PC, vous voyez, si vous changez de PC dans... Il y en a qui aiment bien changer assez vite, mais si vous êtes en mode, ok, j'ai envie de changer de PC d'ici 1 an, 2 ans, ben, il n'y a aucune raison de garder votre carte mère Intel. Du coup, vous êtes en mode, ah ben, peut-être que je vais passer sur AMD, parce que d'ici là, il y aura Zen 2 Plus, certainement, qui sera sorti, genre, fin d'année prochaine, donc il y a quand même une différence, mais... Ouais, c'est juste genre... Et du coup, comme c'est basiquement la même architecture, oui, vous n'aurez pas une augmentation énorme au niveau du niveau de performance. Donc, n'espérez pas avoir la différence entre un processeur Ryzen 2 et un processeur Ryzen 3 techniquement. Et un de ces nouveaux processeurs être si grande que ça va être assez proche. Et du coup, ouais, je suis juste en mode... Alors, ça reste des leaks, forcément. C'est pas 100% confirmé, mais c'est genre... pour moi, c'est à peu près, c'est très logique. Vous voyez, c'est juste très logique qu'ils fassent tout ça et il n'y a rien de surprenant là-dedans. Si le leak c'était qu'ils allaient faire des processeurs 16 cœurs et qu'ils allaient garder le même chipset et tout ça, là je me dirais, ouais, c'est chelou. Mais là, c'est genre, c'est logique. Tout est logique là-dedans. C'est la même architecture qu'ils vont sortir sur mobile. C'est logique. Donc, ouais, je suis juste en mode Intel. Juste Intel, quoi. What the fuck? D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai gardé mon casque. D'habitude, je garde pas mon casque pendant les textes, ça m'achoppe. Enfin bref. C'est juste... Voilà. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et je parle à tous ceux qui sont genre fans AMD, fans Intel. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, je ne suis pas fan d'une marque. Je suis fan de la marque qui offre le plus pour mon argent. Si c'est Intel, tant mieux. Si c'est AMD, tant mieux. Si c'est n'importe qui, tant mieux. Tant que j'en ai le plus pour mon argent, tant mieux. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez?
Et enfin, une petite dernière news, oui, c'était un Texama Show plutôt léger. Noctua va bientôt sortir ses radiateurs en... Alors, ils appellent les Chromax, mais c'est genre des radiateurs noirs, tout simplement. Et c'est ultra classe. Juste regardez ça, quoi, c'est ultra classe. J'ai premièrement envie de dire, enfin... Donc, si vous ne savez pas Noctua, c'est une marque qui est très connue pour avoir cette... on peut le dire, cette gamme de couleurs spéciale. Donc recherchons Noctua justement. Donc voilà, ça c'est la couleur Noctua traditionnelle. Du beige avec du brun. Spécial, ça passe pas dans tous les PC. Du coup, beaucoup de gens étaient impatients de voir justement même Noctua faire des vrais radiateurs genre sombres, quoi, genre jolis, quoi. Alors, en réalité, pour moi, ce qui dérangeait pas tellement, c'était pas la couleur des radiateurs, parce qu'ils étaient gris, et ils étaient genre finition nickel, ils étaient jolis. Mais ce qui me dérangeait, c'était les ventilateurs. Alors, on pouvait changer de ventilateur, parce qu'il y a des nouveaux ventilateurs, justement, Noctua, qui avaient d'autres couleurs, mais c'était quand même pas parfait, quoi. Parce que si vous achetiez le radiateur, il fallait acheter les ventilateurs à côté, puis les changer. Voilà, c'était chiant. Du coup, là, on a vraiment une full gamme de radiateurs et ventilateurs noirs, et c'est classe. C'est juste classe, vraiment, et ça va vraiment, selon moi... Il y a deux gros acteurs, enfin trois, on va dire trois acteurs actuellement dans le marché du refroidissement à air. Vous avez, quatre techniquement on pourrait dire. Vous avez Noctua, qui fait parmi les meilleurs. Ils ont une gamme très complète, mais ils sont surtout sur le haut de gamme. Vous avez Be Quiet, qui lui eux font du haut de gamme comme du bas de gamme. Enfin, bas de gamme, de l'entrée de gamme plutôt, je devrais dire, parce que c'est pas mauvais, c'est juste accessible au niveau prix. Du coup, ils sont excellents aussi. Et vous avez aussi également Cooler Master qui fait quelques trucs pas mal, notamment l'Hyper 212 Black Edition qui est parfait. Franchement, il faut que j'essaie d'avoir un exemplaire pour juste vous montrer à quel point il est vraiment bon et il a un prix très honnête. Il est moins cher que le Be Quiet Pure Rock pour information et il est plus classe parce que genre il est en finition noire complète aussi. Et puis vous avez aussi un petit peu, il y a d'autres marques qui sortent de nulle part des fois un petit peu là-dessus. Vous avez... Ah, c'était comment que ça s'appelait? Mais il me semble qu'ils ont fait faillite, donc c'est pas forcément un bon exemple. Vous avez déjà... MSI a sorti un radiateur qui est très bon, c'est le Core Freeze L, il me semble. C'est un radiateur qu'ils ont sorti vers 50 € qui est juste genre vraiment bon. Il est un petit peu kitsch avec les énormes badges MSI sur le côté, mais franchement c'est un très bon radiateur. On le voit souvent dans des tests. Il y a beaucoup de publications qui en ont acheté un, parce que genre il aime vraiment bien et genre il marche bien, quoi. Donc ouais. Mais c'est à peu près tous les acteurs que, selon moi, sont vraiment sérieux au niveau refroidissement. Vous en avez d'autres plus spécifiques. Vous avez par exemple Sites. Non, c'était... Non, comment ça s'appelle? Non, c'était Sites. Eux, ils font des refroidissements beaucoup plus spécifiques. Vous avez un peu Thermaltake qui fait quelques trucs aussi. En réalité, il y a beaucoup de marques qui font du refroidissement à air, mais selon moi, il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment des trucs où vous êtes en mode, ok, ce produit-là, c'est genre, il faut l'acheter à cette gamme de prix, c'est juste obligé. Les autres, c'est plus en mode, ok, c'est bien, mais il y a d'autres trucs qui marchent mieux. Donc ouais, je suis content de voir un petit peu d'évolution là-dessus, parce que, contrairement à ce que vous pensez, les refroidissements à air sont loin d'être dépassés, ils marchent encore très bien, et surtout, ils ont un avantage, selon moi, monumental par rapport au refroidissement à eau, c'est qu'ils sont, en tout cas sur les plus gros, ils sont beaucoup plus silencieux, je trouve. J'ai testé beaucoup de refroidissement à eau et je peux vous dire qu'un truc que j'entends toujours, et après je suis très exigeant là-dessus personnellement, mais j'entends toujours la pompe. J'entends toujours cette foutue pompe faire du bruit, en mode zzzz. Enfin, c'est pas un zzzz comme ça, mais c'est un petit bruit aigu et c'est très énervant. Alors que ça, ce genre de ventilateur, c'est un bruit sourd, parce que c'est gros. C'est un bruit sourd et c'est beaucoup plus plaisant, je trouve, à entendre. Donc ouais. D'ailleurs, pour mon prochain PC watercoolé, je peux vous dire que la pompe ne sera pas juste à côté du réservoir, elle sera plus bas dans le boîtier et que je vais faire exprès de bien l'isoler parce que j'en ai marre d'entendre les pompes dans tous les refroidissements liquides. Enfin bref. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Enfin bref, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous!